Au démarrage, Oui, c'est ça, c'est ils clair. sont plantés. C'est clair. Ils sont plantés graves, hein. Et on voit, on les voit dans les conversations, hein. Tous les mecs qui disent nous, on ne changera pas de façon de faire, on va mourir plantés. Et les quelques-uns qui se disent non, 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 planter pour planter, on va faire autre chose. Et ils réussissent en plus. Oui, mais pas sans mal, hein. Non. Bon, bah, on va attaquer alors. Vas-y. Bonsoir à tous ceux qui ont le courage de nous rejoindre à cette heure, voilà, à cette heure tardive, en fin d'année où on est tous un peu fatigués. Et donc, nous sommes ensemble pour parler de Birth of Lynn. Alors, je ne sais pas si certains autres que nous l'ont lu, parce que c'est vrai que c'est un livre rare. Moi, je ne connaissais pas. Donc, encore une fois, Michael, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce livre. Je ne sais pas comment Attends, je toi-même pense tu l'avais qu'on est, découvert. on est que 12. Vous pouvez mettre vos micros et n'hésitez pas à parler, hein. Je pense Oui, bien sûr. on va converser plus que faire un truc classique parce que on est très peu là. Et du coup, toi, tu l'avais découvert comment ce livre? Ça fait longtemps que tu le connais ou tu... Ah bah moi, c'est un des livres pivots pour moi. C'est un des Ouais. livres qui m'a fait comprendre le truc. Moi, j'avais vu dans les débuts des années 90 les Sensei de chez Toyota, donc les vieux, vraiment les purs jus, là, ceux dont on parle dans le bouquin. Ouais. Enfin, la deuxième Euh, génération. je vais revenir C'est sur pas qui ils sont. Suzumura, mais c'est Hayashi. Enfin, je veux dire, c'est les mecs qui avaient été formés par cette première génération, débarqués dans les usines, et on ne comprenait rien. Le seul truc qui s'est passé, c'est que mon père, à l'époque, les avait fréquentés depuis longtemps et serrait tout le monde en disant faites-le et on comprendra après. Donc, il faut voir la partie, grosso modo, de 90 à 97. Essentiellement, c'était faites-le, on comprendra après. Et je me souviens encore des sensei, d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelait lui, mais il avait littéralement, il ne parlait pas anglais ou quoi que ce soit, littéralement, c'était et il fallait après interpréter quel type de c'était. Donc, là, Mouda, et c'est quoi ce truc? Et Birth of Lynn, j'ai lu le bouquin, on me l'a passé dès qu'il est publié. Enfin, j'ai dû même voir la version avant publication. Et j'ai fait, ah ouais, c'est ça qu'ils font. Alors, je vais en dire juste un petit peu plus peut-être sur le livre. Hop, il est là. Alors, de quoi ça parle ce livre? Donc, c'est un livre qui s'appelle The Birth of Lynn et qui raconte à travers des entretiens, des interviews faites avec un certain nombre de personnes, la naissance du Lean. Alors, en fait, c'est même pas la naissance du Lean, c'est même la naissance du TPS, du développement d'un modèle et d'un système d'apprentissage chez Toyota. Donc, on a, je vais passer à la suivante, voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 personnes qui interviennent dans le bouquin. Taishi Ono, voilà, que tous ceux qui fréquentent le Lean connaissent forcément. D'autres qui sont sans doute très connus, mais peut-être un peu moins on va dire, du grand public Lean. Donc, Tanaka, qui a beaucoup travaillé voilà, sur ces sujets et qui raconte plein d'histoires, et on va voir un peu quelques histoires. Suzumura, alors qui lui a été vraiment sans doute un des piliers sur le Kanban. Kuzo Nuki, alors ça, j'avoue que je crois que j'avais jamais entendu son nom. Et puis alors après Nemoto et évidemment, alors en conclusion, Aiji Toyoda, qui eux ont aussi été évidemment des personnages forts de cette histoire du Lean ou du TPS et du TQC en fait, parce qu'on voit Ouais, qu'au début ils appellent pas ça d'ailleurs. il n'y a pas dedans le. Comment il s'appelait, mince. Je me souviens jamais son nom. Le gars du développement produit. Dans Euh, la liste, il y a. ouais, Comment il s'appelle tu vas nous le retrouver. Oui. Alors, en tout cas, ces gens-là, ils nous racontent, donc dans le cadre de ce bouquin, c'est une succession d'interviews ou de conférences qui ont été données dans les années 80-90 et qui reviennent sur ce qu'ils ont vécu
pendant, en gros, des années 50 à 70, c'est-à-dire l'élaboration du modèle qui va être le TPS et le modèle, enfin, et le Lean, et ce qu'on va appeler Lean après. Mais alors, ce que nous dit un des auteurs, parce qu'il y a deux auteurs qui sont donc Takahiro Fujimoto et Koichi C'est Shinko, Kenya Nakamura d'accord, dans la liste. qui est effectivement assez connu pour le coup. On a dû le croiser dans un autre livre. Oui, en Lean Engineering, oui. Voilà. Et donc, en fait, on voit que ils prennent des sujets. Ils prennent des sujets évidemment avec des intentions de, alors là on va revoir ça, mais des intentions de réduire les coûts, des intentions d'améliorer la productivité, mais en fait ils ne se rendent pas compte évidemment au démarrage que tout ça va aboutir à la création d'un système. Ils sont vraiment conduits par la même idée de développer la boîte, de faire en sorte que ce soit une boîte Ah, japonaise. je sais pas, il y en a un qui, il y en a un qui voit le truc, c'est Eiji Toyoda quand même. Ah, lui, il a effectivement le, euh, Toute l'histoire, je sais pas. l'intention, sans Mais doute, ça au démarre. départ. Eiji Toyoda, Ouais, quand il rejoint la boîte, on le met dans un truc qu'ils avaient fait qui était unique à Toyota. C'est un département d'audit et d'amélioration. Et en fait, il a fait le rôle qu'on fait faire maintenant aux assistants de chief engineer. C'est-à-dire qu'en fait, son cousin Keiichiro l'avait mis là et il devait trouver des solutions à tous les problèmes de la boîte. N'importe quoi. Et donc, Eiji Toyoda avait la particularité qu'il avait vu la production. Enfin, il commençait les mecs à peine à faire des voitures, mais lui, il avait les métiers à tisser. Mais il raconte, tu te souviens, il raconte qu'il s'occupait quand il y avait des nids de poules, c'était lui qu'on allait voir. La bouffe à la cantine était mauvaise, c'est lui qu'on allait voir, etc. Et il sort de là avec une compréhension très très globale de la boîte et le fait que, attends, je l'avais noté quelque part, le, le besoin absolument d'apprendre. Donc, donc lui, il n'a pas de notion système global, mais c'est lui qui a choisi ces mecs qui lui ont fabriqué des systèmes d'apprentissage. ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que dit alors Ono et les gens qui ont travaillé avec Ono, c'est euh, c'était tellement dur cette période-là et on savait tellement pas. Enfin voilà, Ono lui-même, enfin on le connaît. Au travers de ce qui a été écrit sur lui, on sait que c'était quand même pas un super doux. Il est arrivé, il était quand même assez genre je veux ça, faites-le moi, etc. Et c'était pas si facile. Et évidemment, il avait de la résistance contre lui quand il arrivait à ça. Et en fait, on dit, en fait, on le suivait parce qu'il avait le soutien de Ah, il a Eiji toujours été Toyoda. protégé par C'est-à-dire Eiji que si Toyoda. jamais il n'y avait pas eu ça, jamais il aurait réussi à faire son truc. Donc, Jamais. Eiji Toyoda savait très bien, enfin très bien, que il fallait sans doute en tout cas explorer des pistes parce qu'en fait, Alors, c'est un truc d'exploration ce truc. ça va plus loin que ça, parce que Eiji Toyoda, lui, comme il était le cousin de Keiichiro, il a connu donc Keiichiro et Sakichi, savait ce qu'il cherchait. Donc, on avait le Jidoka, c'était là depuis Sakichi, et Keiichiro avait écrit un manuel énorme de juste à temps. Il avait cette idée de juste à temps, parce qu'il avait cette idée qu'il fallait préserver le cash, donc il avait cette idée qu'il fallait fabriquer ni plus ni moins. Il ne savait pas le faire. Après, la boîte se fait reprendre en main par l'armée pendant la guerre. Donc là, c'est de la planification à la con de l'armée. Pose pas de questions, produis ce qu'on te demande, tu vois. Les mecs sont furieux d'ailleurs. Et dès qu'ils ont l'occasion après la guerre, ils s'y remettent. Mais ils ne savent pas le faire. Et en fait, c'est ça que Ono a craqué. Mais à côté de ça, ils avaient le même problème avec la qualité. Enfin, je veux dire, ils avaient des problématiques comme ça partout. D'ailleurs, Ono, enfin, à un moment dans le livre, il a dit, parce qu'on dit c'est grâce à Ono si tout ça a été fait, et il dit Pas d'ailleurs, du tout. Pas du tout. c'est pas Ono, c'est le système qui est basé sur les deux idées de Kishiro sur Juste à temps et de Sakichi sur le Jidoka. Et moi, j'ai mis en place ça, enfin voilà, on l'a mis en œuvre concrètement sur le terrain, mais c'est vraiment les idées de la famille historique, quoi. Et donc, du coup, Oui, donc en fait, Deiji est dans une position très particulière. Il se décrivait comme le Toyoda qui a eu de la chance. Parce que qui ceux était là au d'avant, bon qu'est-ce qu'ils moment, ont? c'est ça, ouais. Oui, parce que lui, il a eu le Ouais. grand succès. Ça a été lui. Enfin, je pense que le mec a été génial, à vrai dire. Mais qu'est-ce qu'ils en ont bouffé, ceux d'avant, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'était pas tout à fait au hasard hein, où il allait. Parce qu'en fait, lui, il était guidé par des idées qui étaient très propres à la famille. Ouais. Et en fait, il a repéré des mecs qui les lui ont donnés.
qui l'ont fait. Mais je pense qu'il a eu le talent de voir ce que les mecs… Si tu veux, cette histoire de Kanban est totalement étonnante. En fait, il le décrit bien. Au début, c'est le Tanaka, je crois, qui l'écrit bien, qui faisait des trucs très bien chez Daihatsu. Tanaka et le Kanban, il ne voulait pas en entendre parler, il ne comprenait pas. Parce que le Kanban, ça, surtout, j'imagine que le Kanban qu'ils avaient à l'époque, avec leurs boulons et leurs triangles et le machin, ça devait vraiment pas avoir de mine, quoi. Donc, et ceci étant, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est qu'encore aujourd'hui, personne n'en veut du Kanban. C'est le truc le plus difficile, effectivement. Mais non, c'est le plus con du monde. C'est le truc qui va te permettre de réussir. Oui, mais c'est Et effectivement pas compliqué. personne n'en veut parce que ça va te permettre de réussir et que les gens préfèrent crever que de réussir. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est le truc. Alors, par contre, ce qui n'est pas facile à voir, et là, pour le coup, Tanaka le dit très bien, c'est le Kanban est important parce que c'est l'outil de responsabilisation des gens. Mm. Je suis en train de regarder en même temps. Enfin, j'ai pris quelques citations effectivement que Tanaka a faites. Alors, je sais plus si j'ai pris celle-là. Je suis en train de chercher. Alors, j'en ai quelques-unes de Ono lui-même. Alors, il y a toute la première partie de Ono, enfin, je trouve que on le voit tellement quand on lit Ouais, son ouais, interview. c'est l'écart avec le taylorisme, en fait. Ouais, c'était vraiment, c'est assez drôle voilà, comme il parle du taylorisme, bon, finalement on fait la même chose, mais on fait la même chose avec d'abord plein d'autres choses et qu'en fait du coup, bah, ça revient pas à la même chose et puis il parle quand même du taylorisme déjà qui exploite les travailleurs. Il parle beaucoup des gens d'ailleurs et je crois que c'est Suzumura qui dit Ono était réputé pour sa Non, dureté c'est enfin, de Tanaka. C'est relationnel, Tanaka. mais il a toujours soutenu les gens. Oui, c'est Tanaka C'est qui dit ça. Tanaka qui dit à quel point, et qui d'ailleurs raconte plein d'histoires, Ouais, où absolument. Ono leur disait faites un truc impossible, et du coup les mecs essayaient, et puis après ils revenaient en arrière en disant merde, j'aurais peut-être demandé un truc trop dur, et plein d'histoires où Ono engueulait les managers quand ils trouvaient une solution qui ne facilitait pas la vie des gens. Ouais, ouais. Il était très très soucieux de la vie des opérateurs. Par contre, Euh, je pense qu'il avait un mépris pour les cadres intermédiaires. Ouais, les cadres et puis bon, Il les les gens dans traite les bureaux. d'idiots, etc. C'est-à-dire que vraiment, il avait un mépris pour les managers qui devait être insupportable. Ouais, et les gens dans les bureaux, les gens qui Ouais, écrivaient, qui étaient sur ouais. la théorie, etc. Les C'est là, comptables. alors je sais pas si ça vient de là, mais historiquement, mais en tout cas, c'est là où, enfin, on me l'avait raconté, si je puis dire, peut-être que c'est toi d'ailleurs, et c'est là où il dit, quand on sort de la guerre, enfin non, ou dans les années 30 là, non, je crois que c'est quand on sort de la guerre, on était 9 fois moins compétitif que les États-Unis. Parce que 3 fois moins que l'Allemagne et que 3 fois moins que 8 fois. ça. Et que du coup, il dit, bon, c'est mon point de départ, c'était ça. Et du coup, l'enjeu, c'était comment on arrive à être aussi compétitif que les États-Unis Ouais, d'ailleurs. alors ça a toujours été un mystère, ça, mais je pense qu'en fait, ce qui comptait, c'est juste la rapidité de production des machines. Ouais, Je ok. pense ils avaient dû voir des machines qui sortaient les pièces beaucoup plus vite que les leurs, en volume beaucoup plus supérieur, et ils se sont dit, on ne pourra jamais rattraper comme ça, il va falloir qu'on le fasse autrement. Mm. Parce que d'un côté, ils n'avaient pas la dernière tech. À l'époque, l'autre truc qui est intéressant, c'est de voir que parce que ça, si tu le remets en contexte actuel, c'est très marrant. À l'époque, ils étaient obsédés par la technologie, puisqu'ils étaient Ouais. en rattrapage. Mm. Bien Donc, sûr. ils étaient démolis, ils n'avaient pas le même background industriel. Donc, à l'époque, ce qui les obsédait, c'était la technologie. De la même façon qu'on a le même problème aujourd'hui, c'est pas la même tech, mais on a le même problème. Donc, c'était là-dessus, je pense que l'histoire des 8 fois moins, ça devait être sur juste leur machine ne sortait pas aussi vite. Et ce qui est extraordinaire en termes de pivot, c'est que d'un inconvénient, ils en ont fait un avantage, grâce au Kanban. Et là, c'est vraiment intéressant tout ce qu'il nous raconte avec le Kanban il commence par un petit truc, enfin un lien, de mettre un Kanban alors j'avoue qu'il y a des termes où je suis pas super fluide avec l'organisation automobile, mais on commence par le mettre entre le chantier, je sais pas, carrosserie et un autre chantier. Puis après, on l'étend à un autre. On voit ça se constitue vraiment d'année en année. Enfin, ça prend Ah ouais, plusieurs années, quoi. C'est ce qui long. est marrant, je ne sais pas si tu te souviens, c'est comme ça qu'Arburn a appris aussi, hein. Au début, il a mis un Kanban entre deux usines, Ouais. sans Oui, comprendre. absolument. Ouais, Et il a absolument. vu les Ouais, stocks fondre et il s'est dit, c'est ouais. quoi ce truc? Mais ce qui est vachement intéressant avec le Kanban, c'est depuis le début, les mecs voient que ce n'est pas une solution d'organisation, c'est une solution de responsabilisation. Ils voient très vite, les mecs,
que quand les gens ont du stock devant eux et du stock derrière eux, ils n'en ont rien à foutre. Oui. Parce qu'il n'y a pas cette précision de savoir vraiment quand est-ce que tu as besoin des trucs. Et moi, ça m'a fait marrer en voyant ça, parce que ça m'a rappelé des heures de discussion sur où est-ce que les gens mettaient les shop stock, etc. Alors, tu avais les mecs qui mettaient les shop stock là où c'était le plus facile, de taille énorme, ils le calculaient, enfin, genre des trucs. Et jamais une discussion sur la seule raison, c'est une bête raison psychologique, c'est que le gars doit se sentir responsable de sa production. L'autre truc que j'ai redécouvert, quand on a fait la masterclass avec Avex, on était tous ébahis d'admiration parce qu'ils rachetaient des vieilles machines pour les refaire, pour apprendre à faire des machines, etc., dont ils servaient en production, je me souviens. Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc qui vient d'un monsieur Kawai chez Toyota. Moi, je me souviens parce qu'il m'en avait parlé au Brésil, parce qu'au Brésil, les Brésiliens venaient de revendre à Toyota City leurs vieilles machines. Ils trouvent ça rigolo. Et en fait, ils faisaient ça. Mais alors, en lisant le bouquin, ils ont fait ça depuis le début. Parce que pour créer leur ligne en flux, ils ont pris, et comme ils n'avaient pas assez de machines et qu'ils n'avaient pas de flux, Ils ils ont sont allés en pris tout ce chercher qui plein. traînait. Ouais, Alors c'est exactement. vraiment très intéressant parce qu'ils ont dû faire un boulot de taré. Parce qu'ils ont fait la même chose à Daihatsu, c'est que pour faire leur cellule en flux continu avec toutes les machines, ils avaient les machines affreuses qu'il fallait faire marcher. Donc en fait, cette idée, j'étais très très surpris de voir à nouveau, les idées ne viennent pas de nulle part, c'est cette idée qu'on va se servir des vieilles machines qui sont lentes et peut-être, mais du coup, pour favoriser le flux, en fait, elle est là déjà en 48, quoi. Et il explique bien effectivement qu'à un moment, bah, comme ils ont essayé de faire plein de plein de petites lignes, ils sont allés chercher, ils sont passés de 10 machines, je sais pas quoi, 50 machines. Et donc les 50, ils vont Ils ne pas aller pouvaient pas se chercher. payer les Voilà. machines modernes Ouais, et ils ont ouais, mis ce qu'ils trouvaient. ouais. Et du coup, après, il fallait savoir les faire marcher, etc. Et on C'est voit très, très bien marrant. qu'ils explorent plein de pistes d'ailleurs. Alors, on voit apparaître petit à petit dans le livre à travers des histoires, des choses qui après deviennent évidemment des grands classiques du lean, le petit lot, les choses comme ça, Ouais, mais au le début, leveling, le lissage, etc. Mais il y a un truc aussi, par exemple, il parle de blue card, red card. Alors, la blue card, c'est, je crois qu'il faut, alors je crois que je ouais, l'ai puis ils noté faisaient un quelque truc part, avec des mais loupiottes aussi. Au ouais, début, ils faisaient des un trucs avec truc, des ils appelaient loupiottes ça pour le iron quelque chose, Ouais, je sais plus quoi. et puis, Donc, ils essayent plein de trucs en fait. Ils sont vraiment dans cette alors, exploration de ce comment on fait, quoi. ce qu'on voit aussi dans le bouquin, des trucs, moi, les mecs que j'avais rencontrés, ils n'arrêtaient pas de dire que le secret du TPS, c'est le lissage. C'est le Ouais. Heijunka. Bon, il y a même des versions du TPS qui sont des années 90 dans lesquelles la base du TPS, le Heijunka n'est pas en haut, il est en bas. Toute la base du TPS, c'est le Heijunka. Et je pense que c'est très, très vrai. Et c'est une histoire que racontait mon père. Donc, mon père est dans l'usine, il voit sur la même ligne donc toutes les histoires de Daihatsu là, qu'il faut faire passer la voiture sur la même ligne. Donc, ça, après, c'était acquis. Mon père voit sur une ligne, ils font passer des grosses voitures, des petites voitures, des voitures avec beaucoup de travail, des voitures avec peu de travail. Des voitures avec beaucoup... Et dans un moment de compréhension, il dit ah, ça y est, j'ai compris, c'est vous maintenez le takt time sur deux voitures. Et en face, il dit oui, et les Kanban. Il dit, non, attends. Et moi, j'ai compris. Pour maintenir un takt time fixe avec vous mettez une voiture au fort contenu de travail, faible contenu de travail, fort. Comme ça, au final. Les mecs disent, oui, et les Kanban. Donc, dialogue de sourds, parce qu'évidemment, en bon français, mon père ne veut pas entendre. Mais il finit par le dire, quoi, les Kanban? Et alors, il explique, bah, les Kanban, c'est ce qui tire sur les fournisseurs. Donc, il faut qu'on fasse gaffe à la séquence des options. Parce que sinon, le fournisseur, s'il reçoit toutes les demandes le matin, il faut qu'il bourre comme un malade, et puis il n'a plus rien à faire l'après-midi. Et le résultat, en plus, c'est parce qu'ils en parlent sans arrêt dans le bouquin, c'est que quand les mecs n'ont rien à faire, ils vont quand même faire des trucs. Donc, il va se faire des stocks. Donc, on impose aux fournisseurs des coûts déraisonnables. Donc, il faut que nous, dans notre séquence de production, on pense aux Kanban qui vont chez les fournisseurs. Donc, ça, c'était le grand moment de compréhension des Kanban de mon père. Et c'est marrant parce que Tanaka le décrit ligne, Ouais. dans le blow by blow de comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Et on le retrouve chez Suzumura de comprendre le lissage. Parce que tu imagines à l'époque, sans ordinateur, sans rien, les programmes de production que les mecs devaient se faire, ça devait Ouais. être dément. Ouais, et ils en parlent très bien, notamment au moment du chantier, de la peinture.
où effectivement, suivant les options demandées par les clients, la peinture, c'est une 3 couches, une bicolore, une machin truc, c'est pas les mêmes temps et du coup, ça vient mettre en l'air toute la séquence des Kanban parce que justement, elle arrive, mais elle n'a pas le même temps de séchage, enfin de peinture et de séchage que Ils ont le même habituelle. problème Ouais. sur les fours. Tu sais, il y a des Oui, pièces qui la sont à des chaleur, ouais. températures Ouais. différentes. Ils ont le même problème. Ce qui est vraiment marrant, c'est quand tu relis le bouquin, tu dis ouais, 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 je vois bien, quoi. Et ils ont essayé, c'est vraiment dingue comme ils se décrivent des histoires hyper précises de situations. Alors, quand on connaît bien la voiture, j'imagine que c'est encore plus savoureux. Et alors là, il y a aussi une question alors, très intéressante d'ailleurs sur le stock. Je trouvais ça marrant, enfin marrant, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas intéressant. Il y a un chapitre sur où ils disent en fait, on a eu toujours des grands débats sur la question du stock chez Toyota. Et alors du coup, ils racontent l'histoire. Euh, Quand on regardait ce qui se passait évidemment en Amérique, chez Ford ou quoi que ce soit, il y a des grands stocks, il y a même des hangars à côté. Nous, on a un petit couloir, on essaye de mettre 3 voitures, etc. Et alors, on se dit, ils vont quand même avoir un peu de stock. Et puis après, à la fin du chapitre, ça tombe sur, ouais, donc du coup, on avait à peu près 30 minutes de stock. Et là, on se dit, voilà, la messe est dite, Ouais. quoi. Ils sont Enfin, vraiment dans une réflexion différente. c'est-à-dire que Toyota est une entreprise comme les autres. Dans toutes les entreprises, tu as deux camps. Il y a le camp des mecs qui voudraient aller plus loin et le camp des mecs qui disent arrêtons de se faire chier, on n'est déjà pas si mal. Mm. La particularité de Toyota, c'est que les deux camps sont assez équilibrés. La plupart des mecs, des entreprises, le camp des mecs qui disent bon, on n'est déjà pas si mal, on va pas se faire chier plus loin, Et un est peu dominant. largement dominante. C'est ça, ouais. Mais en fait, ils ont le même problème que partout ailleurs. Et c'est toutes les histoires qu'ils te racontent. À Mm. chaque fois qu'ils veulent faire un truc, derrière, le mec te dit c'est pas C'est dur. possible, c'est pas Ouais. possible. Donc à chaque fois, ils te racontent, à peu près tous les mecs dans le bouquin te racontent à peu près toute la même chose. On écoute toujours les c'est pas possible, puis un jour, à un moment donné, il doit y avoir une expression japonaise qui correspond à ça, parce qu'en anglais, ils traduisent par I put my foot down. Mm. À un moment donné, tu dis au mec, vous allez me le faire. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, tu vois entre les lignes que tu t'attends qu'ils vont te faire toutes les conneries du monde. Et après, tu vois les Ono, Suzumura s'inquiètent dans la nuit de ce qu'ils vont faire. Et tu vois Et bien comment finalement, ça se fait. ça a avancé Ouais. comme ça. Enfin, je veux dire, ça a avancé comme ça. Ça a été des bagarres terribles. Ouais. Et c'est vrai que il y en a un même qui dit, alors, je sais plus lequel c'est, j'étais en train de chercher dans ma mémoire, qui dit bon, des fois on savait qu'on n'avait pas le droit de faire ça, mais on attendait que les superviseurs soient partis. Et du coup, on essayait dès qu'ils n'étaient pas là de faire un truc. Enfin, c'est Oui, oui, vraiment, oui, oui. ils se battent Alors, il y même avait la contre la bagarre avec les hiérarchie d'une certaine superviseurs, manière. il y avait etc. Oui, oui, oui. Enfin, ils Et se alors, battent, en tout cas, d'avance. l'autre truc qui est très, très bizarre et très unique à Toyota, mais ça, c'est pour le coup, c'est très Ono, c'est de tendre la ligne dès qu'elle se met à marcher. Ouais. Alors ça, on l'a vu, j'en parlais il n'y a pas longtemps il y a quelques mois avec un ingénieur anglais encore de Burnaston, et ça, ils le font toujours. Donc maintenant, moi, ça m'avait frappé ça, parce que j'avais compris pourquoi le pourcentage qu'on voit, tu sais, quand on est au Japon, tous leurs panneaux, il y a marqué 95%, Ouais. etc. Et dès qu'ils Et donc, atteignent je un me niveau, marrais dans l'usine de Daihatsu, justement, puisque quand on était dans le lycée, je vous avais montré qu'ils étaient à 98%, ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté de faire du lean. Et que dans les usines normales, tu es à 94, tu vois, es à 94% et que quand tu arrives à 96%, il t'arrive un truc, c'est que soit ils changent le tag time, soit ouais, ils t'enlèvent du monde. ouais, c'est Et ça. alors, c'est marrant parce que c'est dans le bouquin. Ouais. Je crois que j'ai la citation, alors je vais essayer de la partager, j'étais en train de regarder en même temps. Alors là, on a enfin une des citations, parce qu'il y en a plusieurs, là chez Tanaka, qui dit justement, Ono-san disait, si vous avez 3 travaux en cours, rédigez-les à 2, si vous en avez 2, rédigez-les à 1. L'idéal est de les réduire à 0. Enfin bon, en tout cas, à chaque fois, son truc, c'est dès qu'on est bon, on réduit. Et effectivement, ça, c'est Oui, oui, attends, il va plus loin que ça. Ce n'est pas l'objectif. Il est très clair. Parce ouais, qu'il y a une vidéo de lui dans la présentation d'Hayashi Ono qui dit, c'est toujours pareil, reasonable stock reduction. Il n'est pas fou, le gars. En fait, leur indicateur, c'est le nombre d'arrêts de chaîne que ça produit. Et en fait, l'indicateur de Ono, c'est 10% du temps. mm, Donc, il n'est pas dingue. Il ne s'agit pas d'être c'est pas un ayatollah. Enfin, si, oui et non. Mais en ouais, fait, un ce peu. qu'ils regardent, eux, c'est les problèmes que ça produit. Donc, ce qu'ils disent, s'il y a trop de problèmes
on va noyer les mecs. On est noyé, oui, absolument. Et s'il n'y a pas assez de problème, on est paresseux. Et c'est vrai que là, il le dit, enfin, c'est vraiment lisible à travers plusieurs interviews où talk, l'objectif, c'est vraiment de voir les problèmes et de les réduire à un. Ouais. C'est donc de faire du Kaizen à chaque fois pour s'améliorer. C'est vraiment comment on trouve des sujets de Kaizen grâce à ces révélateurs de Kanban. Non, et c'est ce que le Kanban fait. Enfin, Voilà. c'est Et, ce que le Kanban fait. là-dessus, il est très clair. Enfin, c'est assez c'est lisible. Comment on essaye justement. Il y a cette histoire de four là, que j'avais prise justement chez Ozomura. Euh, mais du coup, tout ça, c'est comment on les voit, nos foutus problèmes. Parce qu'en fait, il y en a plein. Et alors là, pour le coup, je l'ai vu peut-être même chez Nemoto sur le TQC qui dit justement, il y a des choses qu'on peut voir avec le flux tiré, enfin avec le Kanban, etc. Puis il y a d'autres choses aussi qu'il faut qu'on aille voir autrement. Mais en tout cas, l'obsession, c'est d'aller Oui, voir mais les ce problèmes. qui est vachement intéressant, c'était justement le truc de Tanaka. Tanaka pensait comme les gens de TQC, parce que ça, le TQC, il avait compris, qu'en fait, il suffit de regarder la situation, et si tu n'es pas con, tu peux voir tes problèmes. Et il ne comprenait pas le Kanban, il ne voyait pas à quoi servait le Kanban d'Ono. Et en fait, Ono disait non, il n'y a que le Kanban qui te révèle tes vrais problèmes. Parce que sinon, tu es en train de creuser un puits dans le sable. C'est-à-dire des problèmes, tu en trouveras toujours, mais c'est des problèmes dans ta tête. Ce n'est pas des problèmes de Gemba. Le seul truc qui va te dire que c'est un vrai problème, c'est que tu n'as pas réussi à servir la carte. Et ça, c'est très puissant. L'autre truc qui est très puissant, qui explique pour lequel, pour moi, aucune entreprise ne le faire, c'est le fait qu'on va s'occuper de chaque client et on va manager chaque personne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve chez Yoshimura, tu sais, c'est le all people all the time. C'est-à-dire la détermination que, c'est tout le truc, c'est que nous, on n'est pas une industrie à forte marge, on est limite, et que la seule façon dans laquelle on va avancer, c'est si tout le monde est responsable aussi. Et donc, en fait, le mécanisme qu'il y a derrière le Kanban et London, c'est le fait qu'on va s'occuper de tout le monde. Et alors là, ça nous amène à un truc très, très étonnant, c'est du coup mettre pas mal de gens dans le management, mais de gens qui ne sont pas là pour réorganiser, diriger, refaire des plannings, de gens qui sont là pour soutenir les gens sur la résolution de problèmes. Et donc là, il y a une espèce d'inversion totale du modèle managérial américain qui est très intéressante, parce qu'elle a dû être, elle a dû être accidentelle. Ils l'ont pas prévu comme ça, c'est ça, ils l'ont fait par nécessité ou quelque chose comme. Enfin, Ils sont tombés dessus. ouais. Eiji Toyoda est clairement tombé dessus aux États-Unis quand il revient avec le problème de suggestion. Oui, alors là, qui prend chez Ford d'ailleurs. C'est ça qui Qui est prend drôle. chez Ford alors Ouais, que Ford est en train de l'arrêter. ouais. Et Eiji Toyoda ne le voit pas comme un programme d'avoir des bonnes idées, il le voit comme un programme d'impliquer tout le monde. Mm. Et ils sont passés qu'après sur le fait de faire travailler les gens en équipe. Et alors, c'est très marrant parce que l'intervieweur, tu te souviens, essaie de faire dire à Eiji Toyoda qu'il y a des suggestions d'équipe. Et il fait ouais. Ça reste très individuel. Parfois, quand ils sont en équipe, ils vont plus loin dans la suggestion. Oui, c'est vrai. Mais en fait, dans sa tête, et alors c'est marrant parce que quand tu regardes le Toyota Way, dans la partie teamwork, Mm. les Japonais ne te parlent que de développement des individus. Oui, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, la base de tout, c'est l'individu. C'est l'individu. Ils sont très, très Ils sont individualistes. très, très. Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je sais pas, c'est anti-intuitif, on va dire. Alors, dans la société japonaise qu'on imagine très collective aussi. Enfin, voilà, donc c'est une espèce de truc assez. Une construction, je sais pas très bien en tout cas, moi, qui me surprend. Et je sais pas d'où ça vient. Ah, moi, je pense que ça vient du Kanban. Bon, d'accord. Non, mais en fait, tout le monde fait des hypothèses culturalistes et personne n'a ouvert un bouquin sur ce que c'est que la culture. Si tu regardes la culture, tu regardes d'abord la ressource. De quoi est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils vivent du riz? Est-ce qu'ils vivent du maïs? Est-ce qu'ils vivent de la tribu d'à côté? Tu regardes les outils. Tu regardes les rituels. Tu regardes les normes. Et tu regardes les concepts. Donc, quand tu vois là-dessus leurs ressources et les clients, et que alors que les Américains sont en ressources de plein de clients, eux, ils sont au début en rareté de clients. Et quand tu vois les outils, quand tu mets l'outil Kanban, ça change tout. Parce que l'outil Kanban déclenche des rituels très particuliers, il faut s'en occuper tout le temps. Et alors, il y a ce truc, en fait, ce que fait Ono, ils font deux trucs là, tous ces mecs.
D'un côté, ils poussent les gens à rompre la logique avec le juste à temps. Faites-moi un truc. Alors, on a toutes ces histoires où brutalement, ils enlèvent la machine, ils le font à la main. J'ai pensé à Cyril Danet parce qu'il parle de Karakuri à un moment donné. Il leur fait enlever un autre truc automatique et les mecs savent vraiment pas quoi faire et ils inventent un truc mécanique qui fait Ouais, très bien un le job. truc avec des lampes, je sais pas quoi. Pour porter... Non, non, c'est le truc pour porter les portes, Ah oui, c'est oui, pour les porter trucs, des oui. Je sais flancs. plus quel Et nom ils ça a, inventent oui. un truc avec des glissières, bon, etc. Et puis, et là, ils se font pas engueuler. Ils se font pousser. Là où ils se font vraiment pourrir, c'est quand ils n'ont pas réagi assez vite à un problème. C'est quand ils savaient qu'ils avaient un problème et qu'ils l'ont laissé pourrir. Alors là, ils sont vraiment engueulés. Et ils se font, comme ils disent dans le bouquin, ils se font scolder. T'imagines ce que c'est se faire scolder par un japonais? Mais non, donc ça donne les rituels. Les normes, ça les amène à définir des normes différentes sur lesquelles on ne laisse pas passer un problème, la qualité d'abord, on s'occupe des gens, etc. C'est une norme différente. Et effectivement, le TPS, c'est la conceptualisation de tout ça. Mais je ne sais pas très bien où intervient la culture japonaise là-dedans. Non, enfin, c'est pas Ça si. aurait été né en Chine, ils auraient dit c'est chinois, c'est brésilien, on aurait dit c'est brésilien. Enfin, je veux dire, tu vois, je veux dire, ouais. Il y a des formes culturelles. Alors, s'il y a une forme culturelle, je pense, c'est dans les rituels, c'est le fait qu'il y a un truc taoïste, c'est que tu ne formes les gens qu'un par un. C'est le côté, c'est que c'est ce qui explique Hayashi, c'est que la formation formelle, tu peux le faire de 1 à many, mais l'attitude, C'est pas, l'awareness, c'est pas la même. ça, c'est une histoire de C'est un par Jedi un. Ouais. et c'est un par un et du coup, bon, bah, ça prend le temps que ça prend. Il y a Alain qui nous dit que Ford a regretté d'avoir abandonné les suggestions et a essayé de les reprendre dans les années 90 pour, j'imagine, Ouais, engager et tu vois ce que les tu gens. dis, avec des suggestions rétribuées en fonction des gains. Attends, c'est pas le but. Hein. Non, c'est pas la même intention. C'était vraiment pas fait pour ça. C'était vraiment fait pour obtenir les idées de tout le monde. Euh, En tout cas, on voit bien donc tous nous racontent ce qui s'est passé en gros entre les années 50 et 70 à peu près. Enfin, en tout cas, c'est sur cette période de temps. Alors, il y a même des chronologies sur à quel moment il s'est passé ça dans telle usine, parce qu'en plus, tout ça se passe dans plusieurs usines, parce qu'entre-temps, Ono lui-même Et alors, déménage. ça se passe pas dans le même sens dans les différentes usines. Oui, il y C'est en un a qui bordel commencent par sans un nom. truc, ouais, enfin, suivant le moment où ils en sont, suivant tout ça. Suivant le mec qui comprend un truc, suivant le mec qui prend un sujet. Alors, Et du coup, bon, tout ça finit quand même par créer quelque chose. Donc, du coup, il nous montre d'ailleurs dans le livre, on va dire peut-être ce qui est la première modélisation alors notamment du Kanban. Alors, il n'y a pas que le Kanban, mais c'est quand même une grosse partie. Là, ils ont la première communication officielle vers l'association industrielle des sociétés alors ça, japonaises, c'est quelque chose d'autant comme plus ça. marrant que cette formule, ils s'en sont jamais servis. Ouais, alors c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, je l'avais jamais vu. Si, Alors, si, est-ce elle qu'elle est a. dans Mondaine, il y a plein de gens. Nous, on s'est foutu dedans parce qu'à Ouais. l'époque, on découvrait tout ça. Il y a des petits malins qui avaient trouvé la formule et qui ont essayé de l'appliquer. Et en fait, évidemment, quand tu appliques la formule, ça te fait des shop-stocks énormes. Et là, du coup, effectivement, il formule en tout cas l'intention du Kanban et cette formule, donc avec des choses très, très précises. Et alors, ils disent, en fait, alors ça, j'ai pas très bien compris. Ils disent, en fait, Ono voulait bien qu'on la mette si jamais on mettait bien le alpha qui était la policy variable. Enfin, donc, on pouvait faire bouger les choses, quoi. Son objectif à lui, c'était de faire bouger, en tout cas, selon les auteurs. Moi, je l'ai vu aussi chez Sensei. Ouais. Les mecs ne s'intéressaient pas à tes théorisations. Et en fait, Ono, je sais pas si tu te souviens, il y en a un qui dit Ono disait non, jamais oui. Non, j'ai pas ça en tête, mais par contre, il C'est-à-dire, était Ono pas disait, tu très as dans la tort, théorie, il te sûrement pas dans la montrait, théorie. mais à chaque fois qu'on lui présentait un truc qui est bien, il disait jamais oui. Il ne validait jamais rien. Parce que c'est pareil, il était toujours en train de faire réfléchir les gens et garder le truc ouvert. Mm. Donc, ce qui était très. Non, moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est que Ono avait une théorie naïve, claire de faire réfléchir les gens, ça, c'est sûr. Ouais, c'était vraiment. Et qu'en fait, le but du TPS, c'est pas du tout un mode d'organisation, c'est un Non. ensemble d'astuces pour faire réfléchir les gens et les faire travailler ensemble sur l'ensemble de la chaîne. Mm. Et c'est ce qu'on, clairement, c'est ce qu'on refuse, nous, absolument.
L'autre truc qui est très… On le refuse, nous, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est persuadé qu'il y a des gens qui sont là pour réfléchir et d'autres qui sont là pour exécuter. C'est quand même plus simple. C'est notre modèle mental encore bien imprégné Ah, qui ça, nous c'est clair. imprègne. Et l'autre raison, c'est que faire réfléchir les gens, c'est pas nécessairement sympa. Oui, on Un les sport de combat. force, quoi. Ouais. Oui, c'est un sport de combat. Et donc, on a deux raisons de ne pas faire réfléchir les gens. Donc, les gens préfèrent plier l'usine et la foutre en Pologne que faire réfléchir les gens, parce qu'il y a deux barrières réelles à faire réfléchir les gens. D'abord, on n'y croit pas. Et en plus, c'est pas facile. Il y a un sujet que j'ai trouvé aussi intéressant, en tout cas qui est assez marrant, c'est la place du TQC dans ce système. Voilà, est-ce c'est la même chose, c'est un autre à côté, est-ce que c'est complémentaire, alors là on a Nemoto qui a été responsable du TQC et qui dit bon, de toute façon ça va dans le même sens, ça c'est clair. C'est quoi toi Oh, ta lecture de ça? pour moi, ce qu'il raconte, c'est très clair, c'est qu'ils avaient trouvé. D'abord, il y a aussi l'ingénierie, hein, mais ils avaient trouvé une martingale dans les usines, c'était Ono, et la martingale, elle tenait sur l'idée, c'est qu'on n'allait pas se faire chier à se prendre la tête, on allait faire des trucs. Hein. On allait voir ce que ça donnait. Et puis, il y avait après tous les mecs, tous les cols blancs qui ne suivaient pas. Donc, à un moment donné, quand ils ont été chercher le prix des mines, ils ont voulu généraliser ce genre d'approche à toute la boîte. Mais ça a été un tollé parce que quand tu es dans des boulots administratifs, le mode de t'essayes et tu verras bien, je veux dire, ça n'a pas de sens parce que d'abord, tu ne vois pas les trucs. Ça. Et donc, c'est ce que nous avait raconté Yoshino, qui lui a été un des plus pieux de Nemoto. Nemoto a pris cette approche qui venait de Ishikawa, de Tekuseki, et ils l'ont fait par les A3. Donc, un truc beaucoup plus intellectuel. Donc, ils se sont fait sortir de l'usine parce que Ono détestait tout ce qui était paperasse, machin, etc. Il pensait que ça n'avait aucun intérêt. Et puis, il a fini par, comme toujours, s'assouplir en voyant l'intérêt que ça avait, parce qu'effectivement, ce qu'ils étaient en train de créer, et ça, ils en étaient assez conscients, c'est qu'ils étaient en train de créer une boîte à 2 étages, à 2 vitesses. C'est-à-dire des usines qui avançaient très vite, et puis derrière, l'administration qui les retenait, parce que si tu ne changes pas les procédures, ça te fait tu as toujours un élastique de rappel où finalement, le truc n'a pas changé. Et donc finalement, bon, les deux trucs se sont… Mais effectivement, c'est deux approches qui sont venues d'endroits différents pour des raisons différentes et qui sont très différentes. Même si, comme tout ça se communique, on retrouve des points communs. Mais… Ouais, et puis alors du coup, ils mettent un graphique là que j'ai repris où ils montrent une sorte de cohérence d'intention qui sont dans les deux systèmes en fait. Là où on voit effectivement là, toutes les interactions, les outils du TPS, et puis en bas où vient les quality circles qui viennent Oui, aussi oui, oui, tout à fait. alimenter toute la réflexion sur la qualité, Et c'est etc. très vrai. Alors, l'autre truc qui est très marrant dans ton graphique, c'est le but de tout ça, c'est cost reduction. Absolument. Alors ça, c'est vraiment très clair dès le début du bouquin. Et En c'est plus, clair tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est qu'ils ont la Chine en face et l'alternative, c'est… enfin, je veux dire, il c'est faut réduire les améliore-toi ou coûts. crève, quoi, ouais. Hein? Améliore-toi ou crève. Non, réduis tes coûts. Oui, enfin Et voilà. en fait, tout le truc de Ono, c'est que le Kanban te montre tes vrais coûts. Parce que tes coûts, c'est tes coûts de non-précision. En fait, c'est tes coûts de louper la pièce et d'avoir à la refaire, en fait. Et donc, le vrai truc qu'ils ont fait de réduction des coûts, c'est qu'on apprend à ne pas louper les pièces. Et ce qui nous montre qu'on a loupé la pièce, comme les mecs planquent tout, c'est le Kanban, parce qu'on ne sait pas servir le Kanban. Enfin, tu veux, je veux dire, il y a une espèce de truc De très, très logique. intéressant qui tourne autour de l'outil. Et c'est vrai que là, du coup, bon, il le présente d'ailleurs comme deux systèmes interconnectés qui vont dans la même intention. Alors peut-être que ça ne concerne pas les mêmes gens, du coup, si on t'écoute, il y en a un qui est effectivement plus dans l'usine et Non, l'autre. alors, mais par exemple, c'est clair que la version maintenant moderne, et aux États-Unis surtout, ils ont énormément pris le A3, ils l'ont mis dans l'usine, parce que le A3 est une méthode géniale de ne rien avoir à faire. Une fois que tu fais un A3, tu repousses le moment où tu as bougé la machine. C'est ça l'astuce. Évidemment, c'est ça l'astuce. C'est ça l'astuce. C'est tout le monde fait tout ce qui… C'est un système qui met les gens en danger, généralement qui met les gens en danger petitement. Mais quand tu lis les histoires de quand ils l'ont fait, ils ne se mettaient pas en danger petitement. Ils retiraient des bouts de process, ils se démontaient des machins, ils collaient des trucs qui ne marchaient pas, et ils devaient passer des jours et des nuits derrière à régler que ça marche. Je veux dire, ils bougeaient vraiment. Donc évidemment que la bureaucratie, ce que Ono a dû voir quand il a dû voir les A3, etc., il a dû voir tout de suite la bureaucratie qui va faire que les gens vont réfléchir sur papier
au lieu de faire quoi que ce soit. Et que ça va le laisser peut-être… Mais ceci étant, quand ils ont commencé à travailler avec les États-Unis, ils avaient des gens qui, en plus, ne savaient même pas réfléchir sur papier. Donc, ils ont commencé à les former sur les A3 pour leur mettre un peu du plomb dans la tête, quoi. Parce qu'on revient au problème qu'il faut former chaque personne. Oui, alors ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit aussi évidemment apparaître. Alors, c'est l'idée et alors, je crois que je l'ai lu, que c'était tellement clair, c'était de toute façon, si vous n'avez pas de qualité, c'est que vous n'avez pas formé assez les gens. Enfin, il y avait vraiment un truc, c'est dit aussi clairement que ça. Et je me suis dit, finalement, c'est assez bien comme formulation et elle est toujours assez juste. Il y a vraiment l'idée qu'il faut accompagner chaque personne et que voilà, c'est comment on fait pour apprendre. L'idée qui est tout à fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas de coût normal de faire du business. Chaque pièce doit être bonne. Et pour que chaque pièce soit bonne, chaque personne doit connaître son job. Ouais. C'est un problème de logistique. Tu vois, c'est un problème d'ordre de grandeur. Il n'y a pas le fait qu'on met les gens dans des tuyaux, il y en a qui font bien, pas bien, et il n'y a pas le fait qu'on accepte un taux de déchet. Une fois que tu te retires ça, et pourquoi? Parce qu'ils disent on n'a pas le fric. On ne peut pas se le permettre. Donc, une fois que tu retires ça, ça t'amène à des solutions logistiques complètement différentes. C'est ce qu'on voit. Tu ne veux pas qu'on ouvre la conversation parce qu'on Bien sûr, on est très bien peu sûr. là. Hein. Non, je serais curieux Venez, d'entendre vos opinions les uns des autres. venez nous rejoindre et posez vos questions et si vous avez lu le livre ou si vous ne l'avez pas lu avec voilà, les sujets voilà, qui ont été abordés, d'autres, évidemment, relatives à tout ça. Hello Arnaud. Ça te parle? Ouais, là, ce que tu disais là sur juste à la fin sur faire réfléchir les gens, j'ai encore eu cette semaine des cas où dans des projets, les gens, on est en train de faire des tests pour essayer d'apprendre le fonctionnement des courroies. Les gens te ramènent des résultats, il y a des trucs assez bizarres, mais ils te livrent ça comme ça, et ils sont pressés, une fois qu'ils ont livré le papier, ils sont pressés de partir pour aller s'occuper d'autre chose, parce que aller essayer de comprendre un truc qui est un peu étrange et qui ne s'aligne pas avec la théorie que tu aurais pu mettre au départ, tu te cognes sur le rocher, tu regardes à droite à gauche si personne ne t'a vu, faire tomber le vase, tu te casses après ailleurs. Et l'idée que tu te dis, c'est toujours ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. On croise les doigts, on serre les fesses, ça va le faire. Ouais. Et eux, ce qu'ils savent, c'est que ça ne va pas le faire, ça va péter quelque part. Tant qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris. Hein. Non, c'est un autre bouquin encore à lire dans ma pile. Là. Je suis en train... Celui-là, il est vraiment. Il est Et vraiment intéressant. Ouais, parce que, enfin, on les voit tellement en action, en fait. On les voit. Oui, on les voit faire. Et du coup, on comprend que tout ça, d'abord, c'est pas fait en un jour, c'est en plusieurs années, et que ça a été pris par plein de bouts, effectivement, sur plein de sujets, plein d'usines, plein de bouts, dans différentes conditions. Alors après, quand même, il y a la formalisation du système à partir des années 70, donc là, ils sont un peu plus clairs sur comment faire. Mais avant ça, c'était vraiment, on avance et on découvre. Je voulais seulement un petit truc. Ne trouvez-vous pas qu'il y a derrière une influence forte d'Edouard Deming quand on parle de sa qualité, quand on parle… Aucune. Aucune. Oh, les motos, on parle avec le TQC, mais c'est vrai que c'est pas du tout évoqué, en tout cas par le côté Ono. Il y a eu une influence énorme du prix Deming. En 65, premier prix. Ils ont voulu avoir le prix Deming et c'est ça qui leur a fait ça, d'accord, ça, d'accord. Ça, on est, là, je suis d'accord. Mais les concepts de Deming, qui sont des concepts statistiques, ils n'en voulaient absolument pas parce qu'eux, ils regardaient les pièces à la pièce. Hein. Ah, ils ont fait du SPC quand même. Hein, non, pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu. Ah bon. Moi, j'en ai jamais vu parce qu'ils ont fait tout, les pièces à la pièce. On s'arrête à chaque pièce mauvaise, point barre. Ils en ont fait un peu, quand je dis jamais, ils en ont fait un peu, mais
Mais écoute, franchement, c'est des histoires occidentales. On essaye sans arrêt de se raccrocher que c'est nous qui l'avons inventé, eux qui l'ont perfectionné. C'est toujours vrai, c'est toujours faux. Mais quand tu lis le bouquin, c'est clairement du pur jus. Enfin, je veux dire, Ah non, oui, non, mais c'est il n'y pas avait pas clairement de écrit. concept. C'était pas des conceptuels. Ils avaient compris un truc que personne d'autre n'a compris, c'est que tu prends le lead time et tu le réduis. Ah, ça, d'accord. Et c'est une rupture de logique. C'est ce que le Dono D'accord. appelait le logic escape. C'est que tu prends n'importe quoi, tu prends le lead time et tu le divises par 2, ça va t'amener forcément à une nouvelle solution qui te paraît impossible, auquel tu n'as pas pensé. À Ramis, on est parti de 3 semaines de livraison de voiture à 24 heures. Hein. Ouais. Oui, C'est pas fait comme ça. Alors pour le coup, chez Aramis, ça s'est fait comme dans le bouquin. Mais alors vraiment comme dans le bouquin. Ça c'est marrant parce que c'est comme dans le bouquin. Ça s'est fait en vrac, avec plein de bouts de trucs. On savait où on allait, mais on n'y croyait pas. Des gens qui s'y sont mis. Il y a une fille qui s'appelle Asma qui s'est mise à un moment donné à appeler des camions. Enfin, c'était incroyable. Elle l'a fait toute seule. Enfin, je veux dire, tout ça est très, très bien écrit dans l'article que tu as coécrit, là, qui est apparu hier ou avant-hier. Alejandro est le patron de la logistique. Hein. Mais alors, par contre, ce qui est vachement marrant, c'est que là, on a su l'écrire, mais on a essayé d'écrire cet article il y a 2 ans. D'accord. Et on n'a pas su l'écrire. Alors que c'était en train de se faire. Ouais, c'est ça. Parce que c'était trop le bordel. Donc, le truc qu'ils ont compris, c'est que tu prends ton lead time, tu mesures ton lead time, tu prends ton lead time, et puis c'est ce qu'ils appellent le logic escape. C'est que quand tu veux diviser le lead time par 2, bah, ça va tout faire péter. Et après, tu passes des heures à résoudre tous les problèmes que tu as créés en faisant péter le truc. Enfin, il faut voir le truc, quoi. Enfin, je veux dire, il faut se mettre en danger, quoi. Et ils parlent, enfin pas tout le temps, mais à plusieurs, enfin disent, on s'est planté, on a fait des erreurs, etc. Mais c'est comme ça qu'on avance, quoi, en fait. C'est pas grave tout ça. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont fait le. Attends, je vais retrouver le truc. C'est pour lequel ils ont fait beaucoup de technologie à eux au lieu de l'acheter. oui, et ils disent effectivement qu'ils construisent leur truc quasiment à la main. C'est Eiji Toyoda qui dit dans le bouquin, il dit You learn while you fail. If you succeed, you learn how you succeed. That learning only happens if you do things yourself. Donc pour le coup, ils avaient une vision claire de l'apprentissage. De l'apprentissage, de l'endroit où aller. Alors, de création des conditions d'apprentissage. Tout le TPS, c'est des conditions d'apprentissage. Et après, le problème, c'est qu'il faut avoir des gens qui veulent bien apprendre. Et là, on sait ce que c'est quand on est sur le terrain. Hein. Ça, c'est pas facile. Rien n'est facile. Mais l'alternative, c'est qu'on met l'usine en Pologne. C'est clair. Ah, c'est sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qu'on a choisi très largement. Hein. D'une façon, dans les années 2000 et un peu avant. Nos grands cadres se sont dit, nous, on est meilleurs en achat qu'on est en production, ben, on va tout acheter. Souviens-toi de la politique, il faut faire du service. Dans quel univers du possible, ce que vous êtes en train de dire n'est pas complètement con. Enfin, je veux dire, vous êtes complètement dingue. Il n'y a pas de façon possible d'imaginer que ça se finit bien. Ils mettent d'ailleurs déjà quelques résultats, je dois les avoir à cette époque, c'est-à-dire dans les années 70, et déjà c'est déjà un gros succès par rapport à d'autres pays. Je vais juste vous les partager 30 secondes. Voilà, donc là ils montrent les résultats sur un certain nombre de sujets, et déjà dans les années 70, ça y est, ils ont pris le lead, quoi. Sur les suggestions, voilà, là, le dernier, là, c'est les suggestions, les ratios après différents ratios, où on voit qu'ils progressent super fort, alors que les autres pays sont déjà à la ramasse. Hein. Alors là, c'est sur d'autres constructeurs automobiles, mais... Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils progressent aussi par rapport aux boîtes japonaises. Honda, ils sont très, très forts en ingénierie. Ils sont meilleurs que Toyota en ingénierie. Ils font Honda ou Nissan? Honda. Ils sont très, très forts. Mais en production, ils n'ont jamais été aussi forts. Ils n'ont jamais accroché là-dessus. Ils sont restés sur la technologie, mais ils ont toujours fait des batchs, etc. Donc ce n'est pas japonais, en fait.
Mais les Non. Honda sont mieux pensés que les Toyota. Et en qualité, ça se tient. Michael, j'avais une question concernant le recrutement finalement. Comment il a réussi, Eiji Toyoda, à réunir toute cette équipe autour de lui? Parce que c'est quand même eux, tu le disais tout en introduction, qui ont réussi à assembler tous ces Alors, morceaux. la Mais réponse, il a dû les choisir quelque part. Il ouais, a la dû réponse va te plaire. En essayer. 51, ils sont en faillite. Les banques les obligent à restructurer. Donc, il y a une purge massive de middle management. Et ils repartent avec que des mecs du terrain. Donc, c'est que des gens du terrain, c'est ça que tu veux dire? Je pensais que Mais la réponse te plairait. Mais... Non, mais oui, mais si, mais il les prend. C'est-à-dire non, que oui, c'est vrai après que il Ono, choisit, il les choisit, visiblement, il choisit les mecs qui comprennent les problèmes d'apprentissage. Mais il faut voir la boîte en 51. Ils avaient 8000 personnes, ils passent à 6000 personnes. C'est un traumatisme sans nom. Le Kiichiro Toyoda, le fondateur, démissionne, meurt peu de temps après. C'est un traumatisme dont il parle encore aujourd'hui. On n'aura plus jamais. Il y a eu un conflit social terrible. Ils appellent ça le labor dispute. Le labor dispute, c'est un traumatisme terrible. Mais un des effets du traumatisme terrible, c'est qu'ils repartent avec plus personne dans le management. Puisqu'ils ont favorisé, à cause du labor dispute, ils ont fait partir le management d'abord. Donc, par exemple, Tanaka ou Suzumura, c'était un team leader, quoi. Même, il n'y a pas de team leader à l'époque, c'était un mec dans l'atelier. Et ils ont pris des mecs, ils les ont fait monter. Et après dans toute l'époque glorieuse de la création du système, c'est ces mecs qui ont monté la boîte. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils connaissaient l'automobile par cœur. Ils avaient tout fait. Enfin, je veux dire, ils distinguaient assez peu l'ingénierie production de l'ingénierie de process. Enfin, je veux dire, ils ont fait des conneries, mais enfin, ils connaissaient le métier. Enfin, t'imagines le métier qu'ils avaient, quoi. oui, ils n'avaient pas de middle management, ils ont choisi directement sur le terrain. Ceux qui Oui, savaient, ceux c'est qui pour ça sortaient du qu'ils se sont lot. fait surprendre quand ils se retrouvent en 1960, dans la fin des années 60, avec du middle management. Ils se sont fait brutalement, et c'est là l'histoire que vient le TQC, les A3, tout ça, c'est qu'ils brutalement, les mecs là, ceux qui avaient ignoré tout ça, ils se rendent compte que le middle management s'est reconstitué et qu'on ne sait plus rien faire dans la boîte. Et ils se décident qu'on va faire quelque chose. Tu vois la logique du truc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces mecs, maintenant, bon, bah, attends, ils sont tous partis aux morts dans les années, à la fin des années 80. Ouais, ou 90, suivant les plus vieux. Et Mais... après, maintenant, on en voit les traces. Mais t'imagines l'équipe qui a monté ce truc-là. Hein. C'était pas une boîte à l'époque. Ils étaient en train de créer. C'était une espèce de start-up géante, quoi. Mais Toyota est encore la seule boîte où tu peux démarrer opérateur au team leader et finir vice-président. Je veux dire, ça arrive encore. Et alors, ils partent tous à la retraite et ils deviennent tous conseillers de, alors je ne sais pas si c'est des filiales ou d'autres boîtes, en gros, c'est pour diffuser aussi le système. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il parle de New Production System. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne connaît la fin de l'histoire d'Ono. Si, ouais. Il part fâché. À l'occasion des États-Unis, il part fâché sur un truc où il avait tort en plus. Donc, à l'occasion du démarrage des États-Unis, il se fâche très fort avec les financiers et il claque la porte. Et il va créer un espèce de réseau de conseils autour d'un bouquin qu'il faut lire qui est assez marrant et bizarre, qui s'appelle le New Production System, qui commence à mettre en place le ligne qu'on voit au Japon hors de chez Toyota, qui est un ligne de flux sans la partie justement Kaizen. Ah ouais. Bah ouais. Donc, centré sur le flux et le comment. Ouais, centré sur le flux et l'automatisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc où ils attaquaient, en consultant, ils attaquaient les usines, ils résolvaient tous les problèmes pour mettre en flux. Et une fois qu'ils avaient fait ça, là où il y avait besoin d'automatisation, ils mettaient de l'automatisation. Donc, on voit des usines, ce qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde, on voit des usines très, très en flux, mais tout aussi rigides. Elles sont très en flux, donc elles sont dans l'ensemble plus efficaces,
le fait qu'elles soient en flux leur permet de mieux maîtriser leur qualité, mais avec le même pilotage à la con, avec des écrans, avec des machins, ils nous racontent les mêmes conneries qu'ailleurs. Des ERP. Des ERP, mais non, ça, il y en a aussi chez eux. Mais la compréhension que la secret sauce, c'est ce que disait Ono, là, c'est pas le flux pour le flux, c'est le flux pour le Kaizen. Il n'y a que chez Toyota. Chez Daihatsu, qui est une filiale de Toyota qui fait autre chose, on ne le voit pas. On ne l'a pas tout seul à l'usine. Ouais. On a vu des flux incroyables, puisqu'ils avaient 8 modèles en séquence même sur la chaîne. C'était dingue, ça. Ouais. D'une efficacité incroyable. Puis après, on voyait les mecs courir le long de la chaîne, etc. Tu n'arrives jamais ça dans une usine Toyota. Donc, il y a vraiment une secret sauce. Il y a vraiment les mecs, ils avaient compris un truc. Et qui leur est très unique. Oui, c'est ça. On se demande si les conditions peuvent être réunies maintenant ailleurs pour refaire un truc. C'est pas ça. C'est ce que pour l'instant, Nicolas est en train de chercher à Aramis. Hein. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le fait. Parce que personne ne comprend. C'est compliqué, les gens qui rejoignent la boîte parce qu'ils s'attendent à voir la boîte rêver des Angelines, etc. Non, elle est en vrac. Ce que personne ne comprend, c'est que tu n'as pas besoin de le faire bien. C'est juste de le faire. Mais par contre, ce qu'on voit bien dans le bouquin, c'est, Nicolas est très fort là-dessus, c'est que tu tolères un niveau de non-alignement terrible. En tant que leader, tu es obligé de tolérer une incertitude, de garder des problèmes ouverts, de tolérer. Et ça, ils te le décrivent très très bien dans le bouquin, tous. C'est-à-dire, ils les mettent sur des problèmes et puis ils les laissent se démerder. Oui. Puis de temps en temps, ils viennent voir quand même, quoi. Qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais ils ne leur disent rien. Ono revient toutes les semaines, il vient voir. Et il dit rien. T'imagines qu'il y a plein de trucs, ils devaient les voir venir, les mecs. Ils disaient, ouais, ça y est, ils m'ont... Donc moi, je me souviens de mon père qui rentrait à la maison, il disait, ils m'ont fait toutes les conneries. Il les voyait venir un truc, mais tu laisses les gens vivre. Et puis tu recadres. Mais du coup, ça te demande, par rapport quand tu es un middle manager à la con, c'est intolérable parce que ça te demande, il y a un lâcher-prise. Ça te demande une confiance dans ta technicité et un lâcher-prise sur ta subordination incroyable. Oui, ça, c'est l'inverse de ce qu'on apprend au manager. Ah, complètement. Par contre, c'est vachement fun. Pour les gens sur le terrain, c'est vachement bien. Au niveau team leader, tu les vois, ils sont à fond, ils ont des trucs à raconter. Enfin, je veux dire, leur job leur appartient, ils font des trucs, c'est super fun. Et la boîte marche bien. Mais elle ne marche pas bien parce qu'elle est parfaitement organisée. Elle marche bien parce qu'il y a du Kaizen partout. Comme il y a du Kaizen partout, c'est le bordel. C'est rigolo. Quoi, Erwan Non, c'est pas ce qu'on imagine. On imagine l'usine toute propre, le Kaizen organisé. On valide tout ça. On n'imagine pas le foisonnement permanent. C'est une usine automobile japonaise. Je ne sais pas si tu imagines la couche de bureaucratie qu'il y a là-dedans. Donc, le premier truc, c'est que c'est une usine aussi bureaucratique que les autres, d'accord ? Premier truc qu'il faut voir. C'est une bureaucratie dans laquelle tu as un groupe de mecs dont le job, c'est de péter la bureaucratie. C'est ça la réalité. Donc, tout ça se bagarre partout, tout le temps. Donc, c'est un éléphant qu'il faut danser. Et comme c'est un éléphant, crois-moi, il ne danse pas beaucoup. Hein. Mais il danse quand même beaucoup plus que les copains. Comme tout ça est compétitif et qu'ils ont les yeux en face des trous, tout ça est fait pour de la réduction de coûts, au final, il faut voir le modèle d'ensemble. Quand tu es dans une boîte automobile, comme une boîte industrielle, comme chez toi, ton bottom line réel, c'est ce que tu aurais fait si tu avais... Arnaud, c'est pareil pour toi. C'est ce que tu aurais fait si t'étais rien arrivé, moins les trucs qui t'ont pété à la gueule, qui t'ont coûté très cher, d'accord ? Vous voyez le bottom line. Vous voyez, chaque année, il se passe un truc. Chaque année, il y a un fournisseur qui merde, il y a une réclamation de produit, tu as une claim. Chaque année, il se passe un truc. Donc, ton bottom line, tu as une zone grise là de si tout s'était bien passé, voilà ce qu'on aurait eu, que tu défrayes de tout ce qui s'est passé en réel. D'accord ? Vous voyez le truc ? Le fait de faire du Kaizen à tout le monde tout le temps te rend juste beaucoup plus réactif aux problèmes quand ils arrivent. Donc, ta zone grise, elle existe, mais elle est beaucoup moins importante que chez les autres. C'est pour ça que même sur des métiers où tu ne fais pas de marge, tu es vachement compétitif. Ce n'est pas que tout marche bien.
c'est que les mecs, tu les emmerdes toute la journée à réagir dès qu'il se passe le moindre truc. Donc, quand ils ont un gros problème, ils réagissent aussi bien que quand ils ont un petit problème. Ils savent réagir. C'est pas caché derrière les stocks, c'est pas C'est pas caché. planqué derrière les stocks, c'est pas ils vont se faire engueuler s'ils n'ont rien fait. Le seul truc sur lequel ils vont se faire engueuler, c'est s'ils ont planqué un truc ou s'ils ont laissé pourrir, petit ou grand, tu veux dire. Donc là, c'est la norme. La norme, c'est on planque pas les trucs. Donc là où on s'y retrouve comptablement, c'est bizarre. Mais en fait, c'est pas qu'il nous arrive, d'abord, il nous arrive moins de merde parce qu'on les voit plus venir, parce que les mecs planifient quand même beaucoup plus. Premier truc. Et deuxièmement, c'est quand elles arrivent, ils réagissent beaucoup plus vite. Et comme ils réagissent beaucoup plus vite, les impacts financiers des trucs qui leur arrivent sont moins forts. Enfin, il faut voir le business model, quoi. Du coup, ils savent gagner de l'argent à des endroits où ils n'ont pas besoin de marge extraordinaire. Et la boucle est bouclée. Hein? Et la boucle est bouclée. Non, c'est super sioux. Mais effectivement, la difficulté, c'est de trouver les mecs qui ont envie de jouer, quoi. Ouais, et qui comprennent cette dynamique, quoi. Oui, qui comprennent cette dynamique et qui ne sont pas inquiets du fait que... C'est les managers qui ont envie de jouer. C'est pas tant les gars... les gars, ils ont toujours envie de jouer. Oui. C'est pas ça. C'est pas que les gars ont toujours envie de jouer, c'est pas vrai du tout. C'est que des gars, t'en as plein. Donc, dans le tas, des gars qui ont envie de jouer, t'en trouveras toujours. C'est bien ce qu'ils racontent dans Birth of Lynn, d'ailleurs. C'est qu'ils ont toujours trouvé des gens qui sont... Enfin, il y a des mecs qui ne voulaient pas, mais les mecs qui voulaient, ils en trouvaient toujours. Non, c'est vraiment au niveau des managers. Ouais, du manager qui est capable de lâcher prise. Et s'intéresser à son business, et s'intéresser à son métier. Enfin, je veux dire, un manager qui n'est pas juste là pour sa carrière, quoi. Erwan, par rapport à la question que tu posais, il faut voir qu'en fait, ça revient sur cette histoire de mimétisme. Quand tu as... Je pense à une grande entreprise que je connais un peu de l'intérieur. Quand tu as un mec qui est là, son seul projet industriel, c'est de satisfaire les mecs qui ont mis là et remettre les trucs financiers d'équerre, d'accord? C'est son seul truc. Il ne s'intéresse pas à son métier, etc. Il est très fier d'avoir remis les résultats, d'avoir refinancé, foutu tous les trucs merdiques dans une même entité qu'il a su spin-offer. Enfin, tu vois, il fait des trucs comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il va attirer, en fait? Des gens comme lui. Il va être entouré de gens comme lui. Donc, chez Aramis, il y a un peu cet effet déjà au DE. À l'heure actuelle, ils croissent très vite et en fait, ils ont un mal de chien à recruter. Parce qu'il y a plein de mecs qui disent « Ouais, moi, je voudrais faire du lean, etc. » Et puis, quand ils s'approchent un peu de la boutique, ils ont les chocottes. Hein. Parce qu'en fait, ils viennent pour cheffer en faisant du lean. Ils ne viennent pas pour faire du lean. Alors, du coup, l'avantage, c'est que ça fait monter des gens du terrain qui sont très bien. Mais on n'en a pas assez. Enfin, il y a un problème de pompe. Mais ça attire des gens différents. Et de la même façon, ça écarte des gens différents. Donc moi, j'ai plusieurs cas de gens qui sont attirés par la boîte. Et quand ils commencent à la voir de près... Alors, d'abord, ils la trouvent bureaucratique, pas efficace, les choses ne marchent pas, on ne répond pas aux mails, ou tout ça est vrai. Et deuxièmement, ça a l'air de bouger quand même très vite chez vous. Oui. C'est vrai aussi. C'est marrant. Donc oui, c'est le principe, c'est tout à fait, c'est le principal problème. Bon. Eh ben, il nous reste à trouver donc des managers, des équipes, des boîtes qui veulent bien faire ça, sans partir en Pologne. Non, je pense qu'il nous reste à continuer d'en parler et de dire que ça existe. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on a à faire. Tu sais, pendant tout le temps, même à l'époque où Lean était à la mode, des mecs qui l'ont fait pour de vrai, il n'y en a jamais eu des masses. Hein. Oui, c'est ce qu'on se disait cet après-midi. On a la chance d'avoir à l'actuel un Benoît ou un Nicolas, c'est déjà beaucoup pour un pays, j'allais dire. Oui. Puis on a Christophe, on a Cyril, Jean-Baptiste, enfin il y a des gens qui font ça depuis longtemps, qui sont dans des endroits où... Alors l'autre truc qu'il faut voir aussi, c'est le côté business, hein, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, il y a des endroits où tu es au bon endroit en business, n'est-ce pas, Erwan? Et puis tu as des endroits où c'est quand même vachement plus dur.
Mais donc, on a, nous, la chance d'avoir... Il y a Jean-Claude qui va sortir son bouquin, c'est génial, ça, Jean-Claude. Avec l'AFNOR, même. Oula. Ouais, c'est incroyable, c'est Ouais. incroyable. Le Lean aujourd'hui, oui. Donc, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'on a la chance, nous, d'avoir un noyau de gens qui le font sérieusement et pour de vrai, dans des situations industrielles, en fait, très larges. Et quand je repense aux années avant, on a toujours été, enfin, je veux dire, on n'a jamais eu beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus d'audience. Notre sujet à l'heure actuelle, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup moins d'audience pour ces trucs-là. Mais tu sais, on n'avait pas tellement de gens, on n'avait pas tellement plus de gens qui le faisaient pour de vrai, hein. Quand tu les comptes, là, on en a une vingtaine. Mm. Et on n'en a jamais eu beaucoup. Enfin, même, je pense, au niveau américain, on n'en a jamais eu beaucoup plus, hein. Oui, enfin, en tout cas, il y a quelques patrons emblématiques, mais pas tant que ça. En tout À cas. l'époque, quand moi je me mettais dans ce milieu, j'ai été très surpris parce qu'il y avait beaucoup d'audience. On avait des milliers de personnes qui assistaient au webinaire, etc. Mais des Heartburn, il n'y en a eu qu'un, hein. Il y a Dana Herm, enfin, il était dans le coup aussi, hein. Donc, on a, bon, ok, il y a les Dana Herm, Heartburn, Koenig Hacker, on fait pareil, mais tu sais, tu vas arriver à 10 et tu vas peiner. Bon, Non, je pense que notre job à nous, c'est de garder la porte ouverte. Le truc qui est difficile pour Arnaud ou Erwan, c'est de comprendre que de le faire mal et un petit peu, ça suffit. On n'a pas besoin de le faire bien. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, moi, je le fais de mal depuis 30 ans et franchement, je suis paresseux. Et je connais pas les métiers, etc. Et on a quand même des résultats incroyables. C'est-à-dire que nos systèmes sont tellement vérolés que notre façon de penser est tellement idiote que de le faire, c'est tout le truc de nous, c'est que tu le fais bien un peu et tout de suite, ça paye, quoi. C'est ça qui est marrant. Et c'est ça qui est difficile à expliquer. Et je trouve que c'est ça qu'on voit vraiment dans Birth of Lean. il bricole, en fait. Il bricole. C'est de la bricole. Ça va toujours dans le même sens, c'est réduire le lead time. Améliorer la qualité, réduire le lead time. Par contre, ils sont persévérants. Ils sont persévérants sur persévérants, leur intention tu et réduis leur le lead mouvement. time à la pièce bonne. Donc, tu réduis le lead time et tu réduis le lead time à ta réponse au problème, tu vois. Mais sinon, effectivement, ils bricolent tout le temps. Alors, peut-être que maintenant, ils bricolent moins qu'avant, mais on n'en sait rien, en fait. Donc, Non, c'est pareil. Non, je pense que maintenant, c'est une grosse bureaucratie. C'est-à-dire que je pense que maintenant, les mecs qui leur disent vous me réduisez le lead time de moitié, il doit y en avoir, hein. D'ailleurs, il parle du fameux service, alors dont j'ai oublié le nom, mais l'office du TPS, quoi, qui est celui des cols blancs, ouais, qui diffuse la bonne parole, quoi, et qui forme aussi les gens. Non, il ne diffuse pas la bonne parole. Il va voir les mecs. Il va voir les mecs et il leur dit bon, tu réduis le lead time de 50%, sinon je vais trouver un mec qui saura le faire, hein. Moi, j'ai vu des visites de Sensei, tout le monde tremblait, hein. Bon, il y a Yann qui nous dit que quand il parle de support d'apprentissage et pas des outils, c'est un peu dur dans les boîtes. C'est clair que c'est plus facile d'arriver avec des outils. Yann, je peux vous parler parce que vous n'êtes pas beaucoup là. Mais là, vous êtes tous affreux avec le Lean. Et complètement déconnants. Charles, c'est que vous voulez faire ça aux autres. Tant que vous ne comprendrez pas que le Lean est une démarche de développement personnel, vous n'arriverez à rien. On n'en parle pas, on n'explique pas, on pratique. Annelise, est-ce que j'explique le Lean à l'Institut Lean France? Non. Non. Est-ce que je veux dire, on fait des cours de Lean, voilà comment on ferait si c'était du Lean, etc. Est-ce que tu me vois jamais le faire? Non.
Pourtant, on fait des trucs qui sont assez lean, en fait. Catherine a fait des coups fumeux. Hein. Mais le lean, ça se pratique sur soi. Et les autres te suivent ou te suivent pas. À chaque fois que vous vous mettez dans l'idée que vous allez raconter du lean à d'autres gens, c'est à peu près, imaginez que c'est une vieille histoire bouddhiste. Le mec qui raconte la méditation à tout le monde et qui ne médite pas. C'est une histoire qui remonte à l'époque du Bouddha. Il y avait un des je sais pas comment on appelle ça, un des acolytes, un des fidèles du Bouddha qui était célèbre parce qu'il racontait de la méditation à tout le monde et il ne méditait pas. Et d'ailleurs, quand le Bouddha a pris le voyage de le dernier voyage de tous les voyages, c'est à lui qu'il a transmis le mouvement. Et les autres étaient furieux parce qu'ils disaient, mais Pourquoi lui? pourquoi lui? C'est le seul qui raconte ça à tout le monde, mais qui ne médite pas. Et en fait, ce que la légende veut, c'est que c'est par compassion. Parce que le mec, quand il avait ça dans les mains, il s'est bien trouvé obligé De méditer. de D'apprendre. pratiquer. Ouais. Et la légende veut que c'est comme il s'était préparé toute sa vie, dès qu'il s'est mis à pratiquer, il a eu l'éveil instantané, ce qui a dû rendre ses petits copains encore plus jaloux. Mais c'est clairement, ça vient d'Asie, c'est taoïste, c'est shinto, il ne s'agit que de développement personnel. Ce n'est pas un truc qu'on fait aux autres. Bon, ça sera notre conclusion de ce soir alors. Merci Michael et merci à vous de nous avoir rejoints pour ce dernier final Oui, je pense que c'est le de la dernier. saison, de la saison en tout cas. Je sais pas, je crois que quand on est 10 autour de la table, je pense que C'était notre 20e book club, Michael. on en a fait 20. On va peut-être En tout s'arrêter là, cas, je il n'y crois. en aura pas en juillet, en août. Ça vous évitera d'avoir un livre en plus à rajouter sur votre pile. Et puis, on reviendra sans doute quand même en septembre, peut-être, enfin, mais sous une autre forme, sous une forme un petit peu différente, avec peut-être une surprise aussi en termes de livres. Alors vas-y, dis-le, tu peux maintenant. Maintenant, j'attends qu'il soit sorti pour de vrai. Mais Euh, non, mais non. Puis il y a un livre écrit par Michael, Jacques, Régis et moi qui sort en septembre, si tout va Le bien. 2 septembre. Voilà. Tu peux, vas-y, monte la couve. Je sais même pas où elle est. Pas le Il droit. faut que je la trouve dans mes mails quelque part, qui ne vont pas être ouverts. Celui-là et celui de Jean-Claude alors. Ouais. Encore Ouais. deux. C'est un nouveau livre sur la... Pour ceux d'entre vous qui est dans l'ILF, hein, à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus important qu'on fait que la production d'articles. C'est clair. On en parlera demain à l'AG, mais ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que quand on fait des masterclass, soit les gens sont présents sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui se pointent, soit ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et personne ne vient, quoi. Indépendamment de la qualité de ce qu'ils ont à présenter. Enfin, je veux dire, C'est clair. le monde digital est d'une brutalité sans